Freud est-il le penseur rigoureux pour lequel il passe? La question est d'importance, car tout l'édifice de la psychanalyse repose sur la pensée freudienne. Si les fondements freudiens sont solides, la psychanalyse l'est aussi. Mais si les bases sont branlantes ou fissurées, c'est toute la psychanalyse qui se lézarde et s'effondre, à l'image de la maison Usher, lorsque Lady Madeline surgit à la porte, livide dans son suaire, dans un conte d'Edgar Allan Poe. Dans ce chapitre, nous allons examiner quelques-unes seulement, des failles qui fragilisent les théories du docteur Sigmund Freud. À vous ensuite de décider si ces failles sont négligeables ou gravissimes, anecdotiques ou impardonnables. Selon Freud, le psychanalyste doit faire preuve à l'égard de son client de neutralité bienveillante. Ça vous paraît probablement un bon conseil, mais est-il applicable ? La neutralité est l'attitude d'une personne qui s'abstient de prendre parti dans un débat, une discussion, un conflit. Synonyme, indifférence. Tandis que la bienveillance est, elle, la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Synonyme, sympathie. Vous voyez le problème ? On ne peut pas faire preuve de bonté et de sympathie tout en restant neutre et indifférent. Ce qui est neutre n'est pas bienveillant et ce qui est bienveillant n'est pas neutre. Neutralité et bienveillance sont incompatibles, il faut choisir entre les deux. En conseillant aux psychanalystes de faire preuve de neutralité bienveillante, Freud leur donne un conseil aussi impossible à suivre que s'il leur recommandait de faire preuve d'indifférence passionnée ou de tendresse sadique. L'attention flottante est un autre concept problématique forgé par Freud. Elle consiste, dit-il, à tout écouter sans prêter une attention particulière. L'analyste devrait se fier à sa mémoire inconsciente et écouter sans se préoccuper de retenir quelque chose. Citation. « Le médecin analysant s'abandonne, dans un état d'attention uniformément flottante, à sa propre activité mentale inconsciente, évite le plus possible de réfléchir et d'élaborer des attentes conscientes, ne veut, de ce qu'il a entendu, rien fixer en particulier dans sa mémoire, et capte de la sorte l'inconscient du particulier avec son propre inconscient. » Encore un programme contradictoire. Lorsqu'on écoute sans prêter une attention particulière, en s'abandonnant à ses propres rêveries, à sa, guillemets, propre activité mentale inconsciente, guillemets, on n'est pas attentif. Si peu attentif qu'on ne peut même pas dire qu'on écoute. L'attention est en effet la tension de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. Quand l'esprit n'est pas fixé sur quelque chose, quand il flotte, on ne doit plus parler d'attention, mais de distraction ou d'inattention, le contraire. Voici à toute fin utile la définition de la distraction. Manque d'attention, habituel ou passager, de l'esprit occupé par autre chose que ce qui lui est proposé. De la même manière que la neutralité bienveillante d'un psychanalyste n'est pas neutre ou n'est pas bienveillante, l'attention flottante d'un psychanalyste n'est pas attentive ou n'est pas flottante. Dans le cas de Freud, c'était l'attention qui manquait. Son esprit était occupé à toute autre chose que ce que ses patients lui disaient. On sait en effet que Freud profitait des séances d'analyse pour rédiger son courrier ou pour roupiller. Une petite sieste l'après-midi, c'est très bon pour la santé. Sa théorie de l'attention flottante lui servait à justifier sa propre désinvolture. Dans le passage de Freud que nous avons cité, on peut noter une deuxième contradiction dans l'alliance de uniformément et de flottant. Comment ce qui flotte pourrait-il flotter de manière uniforme ? Par définition, ce qui flotte n'a pas de principe régulateur ni de direction déterminée qui lui permettrait de garder une allure régulière. Au fond, en prescrivant une attention uniformément flottante, Freud recommande aux analystes de faire attention à toujours maintenir le même degré d'inattention. On leur souhaite bon courage. Comme vous le savez certainement, Freud était un obsédé des symboles phalliques. Il en voyait partout, lustres, ballons, avions, parapluies, manteaux, oreilles, chaussures, sous son regard, n'importe quel objet se changeait en ersatz de pénis. Voici comment Freud prétendait prouver que la cravate en est un. Guillemets. Dans le rêve des hommes, la cravate symbolise souvent le pénis, non seulement parce qu'elle est longue et pend et qu'elle est particulière à l'homme, mais parce qu'on peut la choisir à son gré, choix que la nature interdit malheureusement à l'homme. Fermez les guillemets. Le début du raisonnement tient plus ou moins la route, mais pas sa fin. Ce qui prouve que la cravate est un symbole phallique, c'est, dit Freud, que le porteur de phallus n'est pas libre de sélectionner celui qui lui plaît, tandis que le porteur de cravate, si. Vous ne saisissez pas la logique de cet argument. Ne doutez pas de vos facultés mentales. C'est la logique de Freud qui est spéciale. Il avance une preuve qui argumente en sens inverse de ce qu'il prétend prouver. Preuve entre guillemets, bien sûr.
En adoptant sa manière de raisonner, ou plutôt de déraisonner, on peut prouver très facilement tout, n'importe quoi, et leur contraire. Par exemple, que le phallus est un symbole solaire. En effet, le soleil émet de la lumière blanche et des rayons ultraviolets, alors que le phallus est, lui, complètement opaque. Autre raisonnement très personnel. D'après Freud, l'existence des désirs inconscients est prouvée par leur refoulement, qui est lui-même prouvé par la résistance. Ce que Freud entend par résistance, c'est le fait que le patient nie ressentir les désirs que l'analyste lui prête. En d'autres termes, dire « Non, désolé, mais je ne désire pas du tout tuer mon père et coucher avec ma mère » démontrerait qu'on désire ardemment tuer son père et coucher avec sa mère. Dans la perspective de Freud, toute protestation d'innocence se change automatiquement en aveu. Il n'est aucune preuve plus décisive du succès de la mise à jour de l'inconscient que lorsque l'analysé réagit par la phrase « je n'ai pas pensé cela » ou bien « je n'ai jamais pensé à cela ». Fin de la citation. Si on adopte cette logique plus que paradoxale, on peut aussi prouver qu'il y a des licornes dans la forêt de Brocéliande. En effet, lorsqu'on interroge les habitants du coin, ils nient avec énergie en l'avoir jamais vu dans les parages. René Pommier, critique aux arguments bien affûtés, affirme que les prétendus arguments de Freud sont presque toujours saugrenus. Passons à un autre problème récurrent chez Freud, la manière dont il définit les termes qu'il emploie, ou plutôt dont il ne les définit pas. Car Freud a la fâcheuse habitude de ne fixer aucune limite aux notions qu'il emploie. Stanisław Gersilek, survivant des camps de concentration, a dit un jour « Certains mots sont si grands et si vides qu'on peut y garder captives des nations entières. » Cette remarque très pertinente s'applique parfaitement à Freud, qui gonfle le sens des mots jusqu'à changer les grenouilles en bœufs, les bœufs en montgolfières et les montgolfières en pénitenciers géants. Du coup, lorsqu'on adopte les concepts freudiens, on ne sait plus vraiment de quoi on parle, ni ce qu'on en dit. La pensée s'effiloche, on pédale dans la mélasse, on tourne en rond dans la semoule, jusqu'à chouiner dans la choucroute. Par exemple, selon Freud, tous les plaisirs corporels sont sexuels, même celui que prend un bébé à sucer innocemment son pouce ou le sein de sa mère. Gonflé à bloc et tiré bien au-delà de son vrai sens, la sexualité devient ainsi omniprésente et obsédante. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on se retrouve nez à nez avec elle. On la vire de la salle de bain, on la retrouve à la fenêtre. On ferme la fenêtre, on se cogne à elle dans la chambre d'enfant. Par où est-elle entrée? Freud seul le sait. Le cas de l'homosexualité est comparable. Freud l'a défini d'une manière si ample, si diffuse, qu'elle imprègne même l'amitié la plus chaste. Dans la perspective freudienne, l'homosexualité est manifeste, latente, sublimée ou cachée. La seule chose qu'elle n'est jamais, c'est en congé. Il en va de même pour l'agressivité, notion que Freud étire jusqu'à ce qu'elle s'applique à des fonctions dont a priori on n'aurait jamais imaginé qu'elles puissent avoir une dimension agressive, comme par exemple le fait de bâiller ou d'aller se soulager aux toilettes. Notons au passage que la plupart des psychanalystes ont suivi la voie tracée par Freud. Comme lui, ils élargissent au maximum le sens des mots. Voici par exemple comment Grodek, un psychanalyste, définit la constipation. Entre guillemets. La constipation est la résistance en soi. Par constipation, j'entends ici les troubles digestifs de la vie quotidienne et en premier lieu, la diarrhée. Ainsi, la constipation se change en une diarrhée qui emporte dans son flux généreux tous les troubles digestifs de la vie quotidienne. On peut difficilement en concevoir une définition plus large et plus fluviale, une notion plus resserrée. Toutefois, la plupart du temps, la redéfinition élargie des termes est moins évidente, et ce pour une raison bien simple, les psychanalystes évitent de définir les mots qu'ils utilisent. Les quelques incohérences que nous venons d'examiner ne sont qu'un tout petit échantillon des innombrables fautes logiques qui constellent l'œuvre freudienne. Freud a la réputation d'être un grand penseur, un homme de science raisonnant avec une implacable rigueur, mais une réputation n'est pas un fait. En élargissant les concepts bien au-delà de leurs limites, en corrompant le sens des mots, en usant et abusant de raisonnements vaseux, bref, en contraignant la langue à se tordre dans tous les sens, même les plus contre nature, Freud se comporte en véritable pervers textuel. Laisser un petit mot innocent et pur comme enfant, bébé ou tété entre les mains d'un intellectuel tel que Freud, c'est comme laisser le petit chaperon rouge en tête-à-tête avec un pédophile multirécidiviste. Si plus tard l'enfant devient lui-même un pervers polymorphe, il ne faudra pas s'étonner.